Ah, le cinéma des années 80. Pour expliquer ce cinéma-là, je pense qu'il est d'abord indispensable de poser le contexte du cinéma de la fin des années 70. On se rend compte dans les années 70 que la télévision vole les spectateurs au cinéma, qui deviennent alors des téléspectateurs. Le cinéma des années 1930 à 1960, il est en perte de vitesse, il n'arrive plus à attirer un nouveau public, il faut donc du nouveau. Et c'est alors que la nouvelle génération prend d'assaut la citadelle hollywoodienne. Que ça tombe bien. On a une entrée en liste d'une nouvelle génération de réalisateurs venant d'Europe. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, John Cassavetes, Michael Cimino ou encore William Friedkin. Et c'est alors l'invention du Nouvel Hollywood. Ces cinéastes intellectuels, si je puis dire, ont transformé le cinéma américain par leur amour du cinéma européen. Bon, après, quelques traits communs se dégagent de films des années 70. L'irrespect des règles classiques de la narration, doute sur les frontières du bien et du mal et des personnages qui les incarnent, sympathie pour les marginaux, rapport frontal au sexe et à la violence, et une certaine méfiance vis-à-vis de toute forme d'autorité. C'est un cinéma qui prend des libertés. Et on a d'ailleurs quelques gros succès notables. Le Parrain en 1972, Les Dents de la Mer en 1975, Alien en 79, L'Exorciste en 73, Star Wars en 77 ou encore Apocalypse Now en 79, etc. etc. Cependant, la fin des années 70 est marquée par des productions anti-establishment à gros budget, comme La Porte du Paradis, ce western mélancolique dénonçant la fondation de l'Amérique idéale, The Blue Brothers ou encore le film 1941, qui sont des échecs commerciaux retentissants. On remarque que le cinéma du Nouvel Hollywood n'attire plus grand monde, les gens commencent à se lasser et veulent du nouveau. Les studios se réorientent d'une manière radicale vers des films plus formatés et plus lucratifs surtout, et les producteurs en profitent pour reprendre la mainmise qu'ils avaient perdue au profit des réalisateurs du Nouvel Hollywood. On se rend alors compte que le cinéma des années 70 c'était qu'une transition entre le cinéma des années 30-60 et le cinéma des années 80. Et un des films qu'on peut mettre à l'image du lancement du cinéma des années 80, c'est Rocky, ce drame pétri d'humanité où un inconnu rêve de devenir quelqu'un. Ça vous dit pas quelque chose? Le rêve américain, l'American Way of Life? D'ailleurs, dans Rocky, on retrouve souvent cette allusion à l'Amérique qui donne sa chance à tous. Puis en 1981 arrive le président Reagan. Dorénavant, on veut faire plaisir à un public qui attend autre chose. Le retour d'une Amérique conquérante, positive, et qui a confiance en elle-même. En somme, c'est le contraire du Nouvel Hollywood. On veut plus travailler sur le développement des personnages complexes, on veut faire des personnages qui deviendront un jour des figurines. Donc ça sera des personnages blancs ou noirs, méchants ou gentils. Et c'est alors le début du cinéma des années 80. Comme on disait donc, le cinéma des années 80, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir. Et ça se ressent. Rappelons-le, Ronald Reagan, avant d'être un homme politique, c'est surtout un acteur des années 1930 jusqu'à 1960. Ronald Reagan, the actor? C'est donc grâce, ou à cause de lui, qu'on ressent un changement dans le cinéma. C'est le grand retour à l'ordre des années Reagan, mais surtout de la superficialité et du mauvais goût. Le cinéma du début des années 80, c'est donc une promesse réganienne. Together, we can forge a new beginning for America. On veut montrer du neuf, montrer le renouveau de l'Amérique et surtout montrer que l'Amérique c'est bien. Hollywood veut faire du film d'action, avec de l'action et surtout un maximum d'action. Et ça en devient le nouveau moteur narratif. Le cinéma s'oriente vers des succès patriotisme et optimistes comme Rocky, Top Gun ou encore Rambo. C'est un cinéma qui, comme on le disait à la fin des années 70, veut faire des personnages non pas pour développer leur côté intellectuel ou quoi, mais juste pour faire des simples figurines. Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ou encore Stallone, icône numéro 1 des années 80, deviennent non pas des super-héros, mais de simples stars très musclées, patriotiques. Alors que pour la plupart, ils ne sont même pas américains, mais européens. Et ces icônes des années 80 peuvent finalement être comparées à des dieux grecs, aux muscles parfaitement dessinés et mis en avant. Et on se rend compte qu'ils incarnent la métaphore des idéaux des années 80, avec un physique qui reflète pas du tout la réalité, mais bien les enjeux du film. Et pour ces films, on retrouve d'ailleurs beaucoup de points communs, des scénarios légers avec des méchants sans réel but, si c'est le chaos, et les gentils, des héros bien clichés, misogynes et des surhommes, souvent des soldats avec un instinct primaire devant sauver une femme un peu niaise. On distingue une hypermasculinité fondée sur l'invulnérabilité, et une certaine domination sur les autres, que ce soit les populations ethniques ou même les femmes. Les films deviennent des condensés de combats à main nue avec du sang, de la violence, de la guerre, des simples films de baston qui mettent en avant une Amérique qui gagne toujours à la fin. Et pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps faire gagner l'Amérique? Parce qu'on s'est pas remis de la défaite de la guerre du Vietnam. Il y a un traumatisme qui est toujours présent. D'ailleurs, on en voit même Rambo combattre les Vietnamiens pour la revanche des USA. Et surtout montrer que quand même, on est les plus forts. Et ça, on le voit bien, parce qu'on veut tout le temps montrer une Amérique puissante, protectionniste, avec des soldats forts et musclés. Rambo, quant à lui, sera plus une démonstration d'une Amérique qui veut écarter ses démons. Et en rejetant un ancien soldat de la guerre du Vietnam, elle rejette même finalement son propre système. Et l'Amérique souhaite au travers de ses films montrer la puissance qu'elle a face au bloc communiste, détruire l'Empire soviétique pour établir le capitalisme le plus pur et sauvage, parce que rappelons-le, nous sommes toujours en pleine guerre froide. Et ça, on peut d'ailleurs le voir dans Rocky IV, qui au final n'a plus rien à voir avec le premier Rocky, avec le combat entre l'URSS et les États-Unis.
C'est donc un cinéma sans grande profondeur où on veut mettre en avant l'Amérique et ce qu'elle sait faire. Et c'est également l'arrivée des effets spéciaux, certes pas numériques, mais qui ont le mérite d'être là, donc on les met. Parce que n'oublions pas que dans les films, le plus important, c'est l'esthétique et le faire paraître. Certains acteurs sont même choisis juste pour leur capacité à frapper et leur force brute, et pas spécialement pour leur performance d'acteur, comme Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal ou Dolph Lundgren. Chuck Norris, quant à lui, porte les valeurs américaines d'une façon un peu caricaturale. Il incarne bel et bien l'Amérique qui doit buter tout le monde. Et surtout, c'est un blanc qui pratique les arts martiaux, ce qui permet de ne plus prendre d'acteurs asiatiques ou noirs pour ces rôles-là. Jean-Claude Van Damme pratique d'ailleurs aussi les arts martiaux et deviendra d'ailleurs le roi de la VHS, avec toute une flopée de films sans réel but, si ce n'est montrer qu'on est fort et puissant. On souhaite d'ailleurs aussi, au travers des films, montrer l'importance des nouveaux médias et la place qu'ils ont dans la société américaine, et on retrouve notamment beaucoup la télévision dans les films. D'ailleurs, les modes de consommation changent un peu, puisqu'on retrouve des nouvelles chaînes de télévision spécialisées dans le cinéma, comme HBO aux États-Unis ou encore Canal+ en France. La cassette VHS, elle, apparue à la fin des années 70, devient de plus en plus répandue et permet la diffusion de petits films. D'ailleurs, au début des années 80, 55% des recettes proviennent des salles de cinéma, alors que au milieu des années 80, c'est plus que 25%. Et au final, les producteurs gagnent plus en mettant leurs films sur des VHS que de les sortir en salle de ciné. L'administration de Reagan, elle, annule les décrets antitrust Paramount, qui interdisaient depuis 1948 aux majors, c'est-à-dire les plus grands producteurs de cinéma, de posséder leur propre circuit de salles de cinéma. Pour l'équivalent français, c'est comme Pathé Gaumont avec leur salle de cinéma. Du coup, entre autres, grâce à Reagan, il devient possible aux studios d'acquérir leurs propres canaux de diffusion, que ce soit des cinémas ou des chaînes de télévision. Et ils peuvent alors gérer leurs biens audiovisuels, de la production jusqu'à la diffusion. Pour faire simple, qu'est-ce que ça a permis ? Eh bien, dans les années 80, les studios ne font plus de films en série, ils adoptent une politique de films moins nombreux, mais à plus gros budget. Et du coup, de nouveaux studios spécialisés dans le film d'action pensent que leur heure est arrivée. Par exemple, comme Cannon Pictures, créé par Menahem Golan et Yoram Globus, deux flibustiers de Tel Aviv qui ont réussi à bâtir un empire de série Z sur une montagne de dettes. Et ces nouveaux studios font des films d'action à petit budget qui se vendent dans tous les pays du monde car ils marchent bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les nanars. Au bout d'un certain temps, il y a quand même un danger qui guette les héros des années 80. L'Amérique souhaite un retour aux sources, au cinéma des pionniers, quitte à faire du western. Pale Rider, Silverado, Young Guns, plusieurs films ont eu pas mal de succès. On retrouvera même le western dans Retour vers le futur 3, où McFly et Doc se rendent dans le Far West. C'est comme un retour au cinéma du milieu du XXe siècle qui était agréable pour les spectateurs. Et on commence alors à voir se développer le genre de la comédie familiale. Steven Seagal est une des dernières figures à atteindre le sommet avant la dégringolade. Il était jusque-là habitué à jouer des rôles dans des films bien montés, mais avec peu de dialogue et de jeu d'acteur. Beaucoup remarquent qu'il a un potentiel, mais malheureusement il se repose sur ses lauriers comme beaucoup d'autres. Bruce Willis, Schwarzenegger ou encore Stallone essaient quant à eux de s'adapter à l'arrivée du cinéma de comédie, mais Seagal pense que l'action et la bagarre peuvent continuer et se fait dépasser. Qui plus est, ces héros des années 80 connaissent une crise majeure. La chute du mur de Berlin qui signe la victoire de Reagan sur l'Empire soviétique est un coup fatal pour eux. Il faut trouver un nouvel ennemi pour les films, mais il n'y en a pas. Les Russes sont vaincus par les Moudjahidines en Afghanistan et le pacte de Varsovie, lui, se dissout avec la réunification allemande. Les blockbusters arrivent quant à eux en VHS et les films bas budget montés à la va-vite disparaissent des étals, car les indépendants n'arrivent pas à faire ce type de film car ils n'ont tout simplement pas les moyens. Et dans la fin des années 80, on se demande s'il reste de l'espoir pour ces héros musclores. Pour conclure, le cinéma des années 80, ce sont des films sans grande profondeur qui souhaitent redorer l'image de l'homme blanc et le représentent comme une victime pour rappeler la fin de la guerre du Vietnam, qui n'a pas eu sa voix dans les années 70. Les héros des années 80 n'étaient pas parfaits, ils dépassaient même parfois les bornes du ridicule, mais ça restait des humains et c'est ça qui plaisait au public et qui donne aujourd'hui cette petite nostalgie qui nous amène à faire des suites et des remakes de ces films comme Top Gun, Creed ou Terminator. Et à côté de ça, on a la naissance de la pop culture américaine avec des films qui ont fait naître de nouveaux genres dans les années 90 comme E.T., Star Wars, les Goonies ou encore Retour vers le futur. Tous ces films, bons ou mauvais soient-ils, participaient au débat culturel, ils étaient multigénérationnels, et finalement ils ont pour la plupart plus que bien marché. Preuve en est qu'on en entend encore beaucoup parler aujourd'hui. C'est donc un cinéma qui a marqué des générations entières.